invité Gérard Filoche. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Militant syndical et politique depuis 55 ans. Vous avez été cégétiste, communiste, trotskiste, cofondateur de SOS Racisme, puis de 1994 à 2017, cadre dirigeant du Parti Socialiste. Et de gauche, quoi. De gauche. Et vous avez publié le premier volume de vos mémoires qui offre un témoignage important, essentiel même, pour comprendre l'histoire des mouvements sociaux depuis 50 ans, même si on va s'arrêter plus particulièrement sur cette année 68. Et une des premières phrases dans votre avant-propos surprend, vous dites « J'étais un fils d'ouvrier, en mai 68, c'est ma classe sociale qui était en mouvement. » Et pourtant, l'histoire conserve de mai 68 le mouvement étudiant, on va dire quand même un mouvement plutôt parisien, au moins presque de moitié, et bourgeois. Vous dites vous-même dans le bouquin, vous utilisez même le terme mondain, bien loin finalement de votre classe sociale, vous qui étiez fils de cheminot près de Rouen. Ben justement, l'histoire qu'on fait aujourd'hui de mai 68 est une histoire biaisée. Elle cherche à faire oublier l'essentiel de ce qu'a été mai 68. Vous savez, le mouvement étudiant allemand, à la même époque, moi je suis allé manifester aussi à côté de Rudi Dutschke à l'époque, en février 68, le mouvement étudiant allemand a été plus fort et plus puissant que le mouvement étudiant français. Mais on l'a oublié. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu une grève générale de plus d'un mois après, avec 90% du salariat en mouvement. La force de mai, le souvenir de mai, l'actualité de mai, c'est ce mouvement social. D'ailleurs, c'est facile à comprendre puisque je dis mondain, c'est un peu polémique, mais c'est une partie justement de ceux qui étaient les figures un peu abstraites se sont retournés, si j'ose dire. Je dis pas repentis, retournés et sont passés de l'autre côté, mais le mouvement du salariat, lui, il continue aujourd'hui à travers quantité de luttes et ce pendant les 50 ans écoulés. Nous avons eu les mouvements de la métallurgie, nous avons eu le mouvement contre Devaquet avec les cheminots, c'est déjà à ce moment-là. Nous avons eu novembre-décembre 95 qui a été une autre grande date, et nous avons eu tous les mouvements contre les retraites, les mouvements contre la loi El Khomri, et en ce moment d'ailleurs le mouvement contre Macron. Ça c'est la continuité de mai 68 et c'est la réalité de mai 68. Et je m'efforce de restaurer dans la mémoire collective et historique ce qu'est le vrai mouvement. On oublie toujours ceux d'en bas, on oublie toujours ceux qui sont la force. Les salariés on les oublie tout le temps, mais pourtant c'est eux qu'on fait mai. Ça va très loin parce qu'en fait vous déniez au mouvement étudiant d'avoir été précurseur, parce que vous dites, en fait, avant le mouvement étudiant, il y avait déjà des grèves sociales dans les années précédentes, des mouvements qui annonçaient la grève générale du 13 mai 68. Je ne lui dédie pas son rôle de détonateur à un moment donné. Ce que je montre, c'est qu'en général, la jeunesse est la plaque sensible dans une société. Donc elle reflète, selon moi, les rapports de force sociaux qui sont en place. Et je vois la naissance de mai 68 dans la grève des mineurs. Je la vois dans les grandes journées contre les ordonnances de Gaulle et Pompidou, le 17 mai 66 et le 17 mai 67. Je le vois dans les grandes grèves de Rodiaceta, de Rodon qui ont eu lieu. Si on voit le mouvement avec les cinéastes Chris Marker et puis Jean-Luc Godard dans le groupe Medvekin, on voit déjà les images de tous ces mouvements. Et je le vois sur tous les premières barricades, les gens oubliés. Mais c'est des barricades de jeunes ouvriers à Caen pendant 8 jours, fin janvier 68, à la Savienne. Et l'explosion se situe à Caen avec des jeunes ouvriers d'abord. Et quand on regarde les prémices de mai 68, on a une courbe des jours de grève. Ça, c'est statistique et imparable. La courbe, elle est comme ça. C'est-à-dire que de 64 à 68, mai 68 s'annonce. Il n'y a que Pierre Venançon-Ponty qui ne le voit pas et qui dit « la France s'ennuie ». Mais en vérité, c'était Pierre Venançon-Ponty qui s'ennuyait. Il ne voyait pas le train arriver, alors qu'il était déjà très près de la gare et de l'explosion. Et quand le mouvement étudiant, alors on va pas faire l'histoire, elle est connue de toutes, les premières manifestations, le blocage de la Sorbonne, et puis la nuit de la rue Gay-Lussac et des barricades, le mouvement étudiant sert de révélateur. Parce que vous avez alors du coup une manifestation le 13 mai autour et avec lui, alors qu'il était prévu un 17 mai 68 contre les ordonnances. Et puis le 15, 16, 17 mai, ça commence à Sud Aviation, à Renault-Cléon, ça j'y suis directement mêlé, et puis toutes les entreprises, mais comme une traînée de poudre, en quelques jours se mettent en grève, occupent, il y a des piquets de grève, etc. Et je souligne toujours, si vous le permettez, je suis peut-être trop long, mais la spontanéité de cette vague. Moi, à Rouen, où j'étais, j'ai étudié pour mon livre, pour les besoins de mon livre, le carnet de bord du dirigeant de la CGT, qui s'appelait Bernard Isaac, pour pas le nommer, et qui commentait, il n'y avait pas de portable, on l'appelait, puis on disait, voilà, telle entreprise est en grève entre Rouen et Le Havre. Il y en avait un millier, il y avait la chimie, la métallurgie, de Notre-Dame de Gravençon, à Gonfreville-Lorcher, en passant par du Bijon, la CFEM, tout ça. Et il notait, puis il disait, mais on m'appelle, l'entreprise est occupée, mais nous n'avions pas de syndiqués.
Ah, je suis passé dans l'entreprise l'autre jour, nos camarades nous ont dit qu'il n'y avait rien à faire, les gens ne voulaient pas bouger. Ah, mais là aussi, ils occupent, mais c'est stupéfiant parce que nous étions minoritaires. Et en fait, la lame de fond a été absolument comme une éruption sismique ou volcanique, comme vous voudrez, et elle est partie parce que le régime gaulliste et pompidolien n'avait pas compris ce qu'il avait créé. On va revenir sur le mouvement ouvrier. Je vais rester quand même sur le mouvement étudiant. Finalement... je vous en prie, moi j'étais à la fois étudiant et fils d'ouvrier. J'entends bien, voilà. Mais on va revenir sur votre propre parcours. Juste un détail. Est-ce que vous considérez, vous dites, bon, il y a un mythe, Viançon-Pontet, dans le monde, dit la France s'ennuie, elle s'ennuyait pas, j'ai bien compris. Il y a un autre mythe, en disant, bon, en gros, mai 68, c'est né dans un monôme ludique et à travers un mythe qui était à Nanterre, on a refusé que les garçons rentrent dans les dortoirs des filles. Est-ce que vous pensez que c'est ça, ou il y en a d'autres qui disent, plus sérieusement quand même, que c'est né des arrestations des militants du comité national Vietnam national, des arrestations qui vont entraîner la démanifestation. Factuellement, c'est vrai. Si vous parlez du mouvement du 22 mars à Nanterre, c'est l'arrestation de Xavier Langlade, parce qu'ils avaient fait une manifestation dans l'American Express, je crois, qui était une boutique avec une banque. Là, le détail. Et puis, il avait été arrêté. Donc, il y a eu un mouvement pour la libération de Xavier Langlade. Et c'est ça qui a déclenché le 22 mars. Il y avait une impétuosité de la jeunesse. Mais il fallait qu'elle soit, pour exister, dans un climat favorable. Et donc, je souligne le climat, parce que pour que les jeunes aient envie de bouger. Alors, parce que là, on est loin des revendications ouvrières, si vous voulez. On est sur un sujet qui est le Vietnam, avec un rapport entre la Chine et la Russie compliqué. On est quand même loin des revendications salariales. Oui, mais on est loin aussi de la Chine et tout ça. On est dans une convergence des luttes. Les étudiants ont des mouvements. On avait manifesté contre le plan Fouché, qui s'imposait entre 1961 et 1966, qui était de la sélection. Pourtant, à l'époque, on avait 500 000 étudiants. Aujourd'hui, on a 2 400 000. Et le plan de M. Macron est toujours le même et encore pire. Mais à l'époque, les étudiants avaient leurs propres revendications. Et même pendant mai 68, il y a eu des centaines et des milliers de colloques sur quel type d'université nous avions besoin, quel type de formation nous avons besoin, comment faire accéder à l'école les fils ouvriers. Moi, il y avait 7% de fils d'ouvriers à l'université. J'étais dans ces 7%. Et donc, c'était un des problèmes qui était discuté le plus couramment. Ce qui fait que cette force exigence étudiante, un peu stimulé parce qu'il y a eu des affrontements avec la police, ils frappaient dur, hein, d'ailleurs comme Macron aujourd'hui, et puis à partir de ce moment-là, il y a eu l'affaire des barricades, et quand il y a eu l'affaire des barricades, ça a servi de révélateur pour toute la société. Ah, et vous, dans tout ça, personnellement, les événements 68, vous les vivez comment? Vous me dites, je suis à la fois étudiant et ouvrier, vous êtes à la fois à Rouen, vous menez la protestation, à Sotteville-lès-Rouen, bien évidemment, où c'est votre cœur de cible, et puis vous allez aussi à Paris, où vous menez là aussi la révolution. Alors, moi, je suis un fils de cheminot, mais qui était sédentaire, pas roulant. Mon père était menuisier chaudronnier au dépôt de Rouen-Orléans, ma mère était aide-soignante, on n'avait pas beaucoup de sous ni de moyens. Mais vous aviez un privilège, la gratuité des transports, c'était bien pratique pour aller à Paris. Bonne question, mais vous savez qu'on ne pouvait pas s'en servir. Parce que vous prenez le train pour aller de Rouen à Cannes, il faut avoir de l'argent pour aller à Cannes. Donc en vérité, on avait 10 permis par an et on en prenait un ou deux. Les gens s'abusent avec ça. Si vous n'avez pas de sous, vous savez, le permis gratuit pour voyager, il ne vous permet pas beaucoup. Bon, alors c'est l'amour du train qui vous mène à Paris régulièrement. L'amour du train, si vous voulez aussi. Non, parce que non, j'y allais en 2 chevaux aussi, parce qu'on allait à 4. Mais et que là, dans ce cas-là, c'était trop cher. Et l'amour du train, parce que j'ai aussi conduit des trains. J'ai été cheminot pendant une période de 8 mois, assez pour qu'on s'en souvienne. Il fallait que je gagne mon argent, parce que j'étais manutentionnaire, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai été facteur pendant 2 ans, j'ai été pion, j'étais prof de philo, donc j'étais docker, enfin voilà, fallait vivre, ça m'a pris quand même 13 ans ou 14 ans pour faire mes études et gagner ma vie en même temps, mais j'étais dans ce contexte, et c'est vrai que quand mai 68 est arrivé, on m'avait dit, juin 36, c'est fini. Ça arrivera plus jamais, les mouvements comme ça. Là, il y a eu la guerre, 45, tout ça, c'est fini. Maintenant, la classe ouvrière est embourgeoisée. La seule chose qui l'intéresse, c'est le PMU, le TRC, la voiture. Et donc, ça n'arrivera plus jamais. Et je ne sais pas pourquoi, 17, 18, 19 ans, je disais non, c'est pas possible qu'on puisse pas arriver à changer le monde. Et donc, je me gavais de lecture, j'étudiais, je militais à l'UNEF. J'ai pris ma première carte à la CGT quand j'étais coursier au
Crédit Commercial de France en 1963. Et donc, je cherchais comment c'était changer la société et vivre mieux. C'est surtout ça les bases. Il n'y a pas d'explication externe, internationale ou extérieure. Et donc, quand le mai 68 apparaît et que l'ensemble du mouvement ouvrier est en grève, c'est comme si c'était moi. Je suis à la fois un précurseur, un acteur, un auteur, un produit, et c'était ma vie qui s'épanouissait à l'occasion de ce mouvement. Et j'ai vu tous les gens se transformer. Il y a des gens qui apprennent plus dans des périodes révolutionnaires comme celle-ci en 3 jours qu'en 3 semaines. Et en 3 semaines qu'en 3 ans. Les gens posaient des questions qu'ils n'avaient jamais osé poser avant. Ils avaient des revendications qu'ils n'avaient jamais osé formuler avant. Et là, vous aviez le fond et la vérité populaire. La vérité du salariat s'est exprimée à ce moment-là. Et donc, ils cherchaient des débouchés politiques, ils cherchaient des satisfactions à leurs revendications. On avait à Rouen des débats, vous savez, monsieur, tous les 2 soirs. Alors, nous, c'était pas aussi glorieux que l'Odéon à Paris, mais on avait occupé un grand cirque en dur qui s'appelait le Boulingrin, et il y avait 3000 places. Moi, je descendais au marbre du journal de Paris-Normandie, qui était devenu un journal de grève. On choisissait un thème pour le soir. Et le thème, souvent, c'était « Quel socialisme nous voulons ?» Parce que la recherche, c'était pas un socialisme comme en URSS, il n'y avait pas de socialisme. En URSS, il n'y a jamais eu ni communisme ni socialisme. La contre-révolution l'a emporté très tôt. Mais donc on cherchait quel type de monde nouveau on pouvait avoir. Et ça c'était des débats absolument passionnants. Ils n'ont pas été enregistrés, pas été filmés. Je m'en souviens encore. Vous avez gardé la question, parce que vous en êtes toujours à quel socialisme nous voulons. Oui, vous savez, il y a le moment le plus émouvant pour moi, c'était un jour où il y a une enseignante qui prend la parole, et puis qui dit, elle avait du mal, 3000 personnes, il fallait pas être trop timide, mais elle était timide, le micro. Et elle dit, tout a changé pour moi, vous savez, parce qu'avant, tout était gris. Je m'ennuyais dans mon métier. La télé, les enfants la regardaient plus que ce qui m'écoutait. Il y avait que 2 chaînes. Les parents, ils venaient pas à mes réunions de parents. J'étais un peu frustré. Et depuis 3 semaines, tout a changé. Les parents viennent me parler de leurs enfants. Les enfants me posent des questions. Madame, ils veulent tout savoir. Je me dispute plus avec mon voisin de palier. On descend ensemble pour prendre le bus. Il y a plus de bus. Il y a une voiture qui s'arrête. Et on parle tous ensemble comme si on se connaissait depuis toujours. Et elle décrit une situation. Tout le monde était d'une émotion totale. Vous imaginez le silence. Parce que c'était ce que vivait tout le monde. Et à la fin, elle pose une question. Elle dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça dure ? Et je me rappelle parce qu'à la tribune, c'était moi, on s'est regardé, je m'y suis collé, je crois que j'ai fait une très mauvaise réponse. J'ai fait une réponse, j'étais trop jeune, j'ai fait une réponse trop abstraite sur le socialisme en général. Maintenant, je sais bien ce qu'il faut faire pour que ça dure. Augmenter les salaires, baisser les dividendes, diminuer la durée du travail, avoir un gouvernement démocratique, faire une 6e république parlementaire laïque et qui permette à chacun de participer, non pas à Lucifer en haut de nous diriger. Je sais comment il faut faire pour qu'il y ait plus de chômeurs. Je sais tout ça, à condition qu'on répartisse les richesses. Si j'avais plus de culture à l'époque, mais je l'ai acquis avec le temps, je l'espère en tout cas, j'avais plus de culture à l'époque, j'aurais répondu ça à cette dame. Alors à l'époque, vous dites tout alla très vite et au rang des surprises, vous notez. Alors par exemple, la mobilisation rapide des troupes, des personnes qui vont participer aux manifestations, vous l'avez dit, la politisation aussi, rapide. Pourquoi vous dites troupes ? C'était les troupes. Les salariés, c'est ceux qui produisent les richesses. Non, mais les manifestations sont des troupes dans les manifestations. C'est pas un terme. Écoutez, il y avait des millions de gens qui bougeaient. C'était pas la troupe, c'était le peuple, c'était nous, c'était la France. Rapide du peuple, la politisation rapide des lycéens, des étudiants, l'éclosion de nouveaux talents, tout cela alla aussi vite que vous le dites. Oui. Par exemple, vous n'avez pas prémédité tout ça. Non, il n'y avait rien de prémédité. Je vous répète, le carnet de bord du dirigeant CGT en Seine-Maritime, 90 000 syndiqués, exprimait la surprise. Mais ça faisait des années que vous manifestiez, que vous vous prépariez à ça. Il y avait des répétitions sur répétitions. Vous étiez préparés. Vous voyez ça comme une machination. Mais justement, les manifestations du 17 mai 66 et du 17 mai 67 avaient eu 1 million de personnes. Pourquoi ? De Gaulle voulait absolument casser la sécurité sociale du point de vue de sa gestion. C'est-à-dire, à l'époque, le patronat y était minoritaire, les syndicats y étaient largement majoritaires, plus de 85% des sièges dans les caisses, et ils ont fait un truc 50-50 pour qu'en fait le patronat reprenne la main dans la gestion des caisses de sécurité sociale. La majorité de la population, dans tous les sondages, était contre. Mais De Gaulle et Pompidou n'avaient pas entendu. Donc, quelque part, dans les esprits, il y avait une opposition. D'ailleurs, cette opposition s'était traduite sur le plan politique. Puisque aux élections, tout le monde l'oublie, législatives de mars 1967, il a manqué un siège pour que la droite soit battue. La gauche était un siège seulement de moins à l'Assemblée. Donc en vérité, aussi bien sur le plan électoral qu'aussi bien sur le plan des luttes, les gens étaient en opposition. Et donc c'est ça qui s'est d'un seul coup cristallisé et révélé. Ça peut arriver à nouveau.
Alors, on voit le 13 mai la manifestation, bien évidemment, de la gauche, importante. On dit plusieurs centaines de milliers de personnes, et pourquoi pas 1 million, puisque plus tard, on dira encore 1 million le 30 mai suivant. On atteint ce que vous appelez dans le livre une crise révolutionnaire. Vous dites à ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment charnière où tout se joue. Et est-ce que vous pensez à ce moment-là, je ne parle pas aujourd'hui, est-ce que vous pensez, vous, à ce moment-là, que la France étant paralysée, l'État en perdition, est-ce que vous avez pensé que l'État pouvait s'effondrer? Est-ce que vous avez pensé cela? Moi, ou est-ce que c'est à ça que vous vouliez à l'époque arriver? que la France était en train de se sauver, non pas d'être paralysée. Le mouvement, il touchait les cheminots, les mineurs, les métallurgistes, les postiers, les cinéastes à Cannes, les gardiens de musée, les chirurgiens dentistes. 9 à 11 millions de grévistes et d'entreprises occupées, monsieur, sur à l'époque 13 millions de salariés du privé. Rendez compte, 90% du salariat est dans le mouvement. Et moi, je suis non seulement un militant, mais un démocrate. Je me dis, voilà, c'est pour ça que ma classe... et nous allons donc pouvoir changer les choses. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'issue politique, on s'en est aperçu très très vite. Puisque vous avez de Gaulle qui dit « je vais faire un référendum », poum, ça échoue. Il était à côté de la plaque, de Gaulle, à cette époque. Ça a été largement prouvé depuis. Il l'a dit lui-même. Oui. Et il est parti après, c'est logique, 1 an après, c'était un effet différé, mais c'était ça. Et puis ensuite, après, il donne des élections. Et c'était plutôt les appareils de gauche étaient divisés et ils étaient paralysés face à ce mouvement qu'ils n'avaient pas prévu et pas voulu sous ces formes. Et donc la force de ce mouvement est entrée en conflit avec les partis de gauche. Et les partis de gauche n'ont pas pu donner, pas voulu, vous direz comme vous voulez, donner la solution politique aux exigences de ce mouvement. C'est ça, ma question, c'est que vous dites, à un moment, pourquoi nous, la gauche, nous les révolutionnaires, nous les masses, nous les jeunes, n'avions pas exigé des élections anticipées, la démission de Gaulle, etc. Mais en fait, la réponse, elle tient en un seul mot, en une seule phrase, c'est que le Parti communiste ne voulait pas. Bien sûr, vous aviez été exclu du Parti communiste, bien sûr, mais il n'en voulait pas. Bien sûr, il ne voulait pas. On ne va pas vous donner de la... Le Parti communiste, à l'époque, était en contrepoint. Il n'avait pas exclu que moi, il avait exclu toute sa jeunesse en 3-4 ans auparavant, et il avait perdu la plupart de ses cadres, militants, étudiants et jeunes. Et quand les accords de Grenelle ont été négociés, ils ont été négociés entre Henri Krasuki et puis Jacques Chirac, tout le monde connaît l'histoire à deux. Dès l'emblée, la CGT a dit on accepte de ne pas parler des ordonnances. C'était la grande question depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis dans le pot de la négociation ce qui était en fait l'exigence du mouvement qu'ils avaient contribué à bâtir et qui était justifié et légitime. Et c'est comme ça qu'on s'est concentré sur des questions décisives, la question des salaires. Et c'est comme ça que parce que des choses structurelles n'ont pas été négociées à Grenelle, c'était pour ne pas remettre en cause le pouvoir politique frontalement. Alors comment vous expliquez Valdez-Crochet qui dit au beau-frère, je crois, du général, surtout insister pour qu'il ne cède pas, il ne faut pas qu'il s'en aille. Ça, je ne sais pas s'il a vraiment dit ça. Ce que je pense, c'est que, rapporté, en tout cas, par les exigences sociales qui ont été portées à négociation étaient pré-négociées pour pas qu'il y ait de changement fondamental. Par contre, il y a eu un changement fondamental à Grenelle. C'est sur le plan économique. L'augmentation des salaires a été de 33% pour le SMIG et de 55% pour le SMAG, salaire minimum agricole garanti. Et vous vous rendez compte, ça n'a fait aucun mal aux entreprises. Ça a permis à notre économie de bien fonctionner. Les salariés ont pu acheter les lave-linges qu'ils ne pouvaient pas aller acheter auparavant, ou bien à envoyer leurs enfants à l'université. Ça a eu un effet positif, cette augmentation de salaire. Mais cet effet positif n'a pas remis en cause les fondements du pouvoir de façon aussi brutale que le mouvement social était en capacité de le faire. Et donc les changements... Vous ne répondez pas sur l'attitude du Parti communiste, je suis désolé, si, vous ne répondez pas. Vous ne dites pas pourquoi le Parti communiste freine au moment où la révolution est à la portée de main. Parce que je vous le dis très volontiers, parce qu'à l'époque, le Parti communiste ne contrôlait pas ni la jeunesse, et il n'était pas à l'origine de la vague sociale qu'il y avait. Donc quelque chose lui échappait, il ne voulait pas que ça lui échappe. En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus évident qui saute aux yeux. À l'époque, nous le vivions comme ça. Moi, je vous pose une autre question, parce que derrière ça, derrière l'attitude du Parti communiste, il y a une autre idée, bien sûr. Vous lisez quand même tout ce qui s'écrit sur mai 68, et il y a l'idée qu'il puisse y avoir des puissances étrangères qui avaient des intérêts aussi concomitamment à ceux du peuple. Monsieur, je vous entends, je la connais cette idée-là. On a parlé de la CIA, on a parlé de la Chine, oui, mais on a parlé de la Russie. Je la considère comme complotiste, et c'est un fake news a posteriori. Parce que si c'est pas les puissances étrangères qui pouvaient décider qu'à Notre-Dame de Gravenchon ou à Gonfreville-Lorget, dans les 1000 entreprises entre Rouen et Le Havre, il y allait avoir un mouvement spontané, massif, à 90% d'occupation des entreprises. Elle y était pour rien. Mais quand le général de Gaulle va le 29 mai à Baden-Baden, pour vous, c'est à Baden-Baden où il va voir Massu, ou est-ce que c'est à Baden-Baden où il va voir un représentant de l'Union soviétique qui lui dit qu'ils ne bougeront pas? Mais non, pas du tout.
Et pourtant, Il a peur, il s'en va parce qu'il n'a pas réussi à se faire entendre même avec Pompidou. Pompidou ne sait pas où il va. Là, c'est une vraie crise de politique, de régime. Là, il y a une situation révolutionnaire. Le pouvoir se vide. C'est parce que la gauche n'est pas capable de donner l'alternative que le changement n'aura pas lieu sur le moment. Mais De Gaulle s'en va, point. Et Massu lui dit, mon général, comme on peut imaginer la scène, ah non, ne le lâchez pas, retournez. Donc il revient. Il n'y a pas de puissance étrangère là-dedans. Et puis essayer de dire à une puissance étrangère, de dire à De Gaulle ce qu'il devait faire. Est-ce que vous me dites ça parce que vous ne voulez pas vous faire voler votre révolution de 68 ? Je vous dis ça parce que je vous dis ça parce que c'est vous. Je vous dis ça parce que c'est vous qui avez une vision complotiste qui est totalement plaquée. C'est pas complotiste. Il y a beaucoup d'historiens qui ont dit ça, de Perfit, Michel Debré évoquent des choses comme ça. Ils ont tort, c'est parce qu'ils sont pas des complotistes. Après, c'est parce qu'ils ont besoin d'expliquer que ce n'est pas le peuple qui s'est soulevé. Ils ont besoin de dire que le peuple a été manipulé à Moscou, à Pékin ou à Washington. Mais pas du tout. C'est notre peuple, c'est nous qui nous sommes soulevés. Je contourne les choses. Est-ce que vous pensez qu'à Moscou et à Washington, on regarde cela aussi avec quand même une certaine forme d'intérêt ? À Washington, on n'est pas content du général de Gaulle. Donc on est heureux de ce qui se passe. Mais partout, ils ont tous peur. Parce que les bureaucraties d'un côté et Washington de l'autre ne veulent pas d'un mouvement comme ça. Et en vérité, mai 68 va se décliner dans plus de 140 pays. En Italie, mais aussi à Mexico. Et quand vous faites la liste, j'ai pas le temps de vous la faire, la vague sociale qu'il y a, eh bien, elle met en cause les fondements de l'ordre établi entre eux, Moscou et Washington. Et donc, aucun des deux, il n'y a pas de comploteur derrière. Il y a la force populaire, comme la Révolution française fut une force populaire. Elle est dans mai 68. C'est bien de le croire. Je reviens au livre. Ce qui est une forme d'aveu, quand même, on la trouve dans le livre. On vient parler des revendications de la classe sociale, et vous dites, d'un seul coup, vous dites, mais on ne voit pas de débouché politique. Alors là, ça se visualise par une page que j'ai trouvée formidable, moi, en page 124. Moi, je vais la. Merci d'avoir fait un commentaire. Oui, mais c'est passionnant. Donc, j'invite les téléspectateurs à faire de même, d'ailleurs. Merci de le faire aussi, c'est très clair. Une fois, nous parcourions à plus de 10 000 personnes les rues de Rouen, et après 2 heures de marche, nous nous sommes disputés en tête de cortège. Où allions-nous exactement ? Nous, les dirigeants, vous dites, nous ne dirigions plus rien. C'était le cas à Rouen, c'était le cas de la France. En fait, vous faisiez tout ça, vous ne saviez même pas pourquoi. Mais on savait pourquoi, parce qu'on voulait le changement. Oui, mais pour aboutir à rien. Écoutez, vous savez ce qu'on criait ? Une fois, c'était gouvernement ouvrier et étudiants et paysans. Bon, les gens se voyaient indiquer un peu ce que ça voulait dire, mais ça n'avait pas de traduction concrète, ça. Bon, ensuite, on a crié gouvernement populaire. Le gouvernement populaire, c'est une formule algébrique. Qui va faire le gouvernement populaire ? Ensuite, après, vous savez qu'il y a eu des négociations entre François Mitterrand, le Parti communiste, qu'il allait y avoir 2 sièges, 4 sièges. C'était aberrant. Le pouvoir n'était pas encore tombé complètement. Et donc, la seule solution, c'était les élections. Et nous étions, je le dis clairement dans le livre, très gauchistes. On a dit élection, trahison. Je crois que c'était une erreur et que s'il y avait un nouveau mai 68, il faudrait réclamer les élections pour légitimer la puissance du mouvement qui était en train de se développer. Si nous avions demandé des élections et n'avons pas laissé l'initiative à De Gaulle, nous aurions eu le temps de dessiner une perspective politique. Et comme à l'époque, l'événement que vous citez, où c'était la fin du mois de mai, etc., on piétinait parce qu'on ne voyait pas d'issue. Et donc, si on avait donné une traduction concrète à l'époque du mot d'ordre de gouvernement, je sais pas moi, Parti socialiste, Parti communiste ou SFIO, Parti communiste au pouvoir maintenant, après des élections, faut que la gauche, puisqu'elle est à un siège, elle y aille, on aurait été en capacité de continuer. Donc c'était une erreur de méconnaissance politique, d'une impatience juvénile, vous l'appellerez comme vous voudrez, mais en tout cas qui a fait que le renversement s'est opéré au cours du mois de juin. Parce que quand il y a une crise révolutionnaire, c'est que ceux d'en bas n'acceptent plus d'être gouvernés comme avant, ceux d'en haut ne peuvent plus gouverner comme avant, et les gens cherchent l'issue, mais quand ils trouvent pas l'issue, évidemment, ça retombe. Et c'est arrivé aux élections qui ont eu lieu, mais pas maîtrisées par nous, qui ont été maîtrisées par la droite, qui a gagné en juin un ras-de-marée absolument fantastique, mais avec 30% de votants, hein. C'est-à-dire que la majorité des gens qui étaient dans le mouvement social se sont abstenus. Néanmoins, oui. Vous savez plus où vous allez le 21, ce que vous allez faire le 21 mai, mais le 30 mai, bien, dans la rue, il y a des centaines de milliers, peut-être 1 million aussi, a-t-on dit, de conservateurs. J'utilise vos termes, de conservateurs dans la rue, pour essayant de surmonter leur grande peur. Vous avez parfaitement raison de montrer comment un mouvement se développe. S'il va jusqu'au bout et qu'il a une issue politique, il génère la solution. S'il ne la génère pas, il y a, sans parler de grands mots, il y a une forme de contre-révolution, et évidemment, c'est l'autre camp qui reprend le dessus. Nous avons eu ça de façon absolument exemplaire entre le 13 mai et, disons, la mi-juin.
Voilà, et ça s'est terminé par les élections que nous connaissons. Mais regardez, c'est pareil dans tous les mouvements. Vous avez la Révolution portugaise entre 1974 et 1976 qui connaît exactement la même courbe. Et quand vous regardez tous les mouvements, c'est un peu de la même nature. Et quand vous me dites, vous, comment ça a été déclenché, il y en a un, je voudrais vous rappeler quelque chose. À Prague, le déclenchement a été parce que le gouvernement a fermé la lumière dans une pièce de théâtre d'opposition. Les spectateurs sont sortis dans la rue mécontents, les autres se sont amalgamés avec eux, et ça a été le début de la révolution de velours contre les apparatchiks staliniens à Prague. Donc vous voyez bien que dans tous les pays, quand le peuple se met en mouvement, il n'a pas de guide ni de directeur derrière, il le fait comme en Tunisie d'ailleurs au tout début quand le malheureux marchand de légumes s'immole, c'est un déclencheur un peu comparable à nos étudiants, et quand il y a ce genre de soulèvement, il y a des cycles dans l'activité du mouvement des masses. Et quand le cycle n'aboutit pas à une victoire, comme la Révolution française, eh bien, il y a ensuite des défaites, et vous avez Napoléon qui se proclame empereur en 1804, ou Staline qui écrase tous les bolcheviks. Quel désappointement, hein. Comme tous les tremblements de terre. Monsieur. Bah, si. C'est toute votre vie, sans arrêt. Oui, c'est toute votre histoire. Oui, mais ce sont que des désappointements. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'à la fin, comme dit mon ami François Ruffin, c'est nous qui gagnons. Bon. Et donc je pense que la force du mouvement social l'emportera toujours sur la minorité riche qui dirige. Regardez, mai 68, comme tous les tremblements de terre, il va y avoir des répliques plus ou moins fortes. Et pour vous, il va y avoir une première réplique, c'est la victoire de la gauche en 1981. Vous dites qu'elle peut être considérée comme un effet différé de mai 68, la victoire de François Mitterrand et du salariat. Oui. Oui, parce que le salariat devient de plus en plus majoritaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y avait 55% de salariés en 1945. Nous sommes autour de 70-75% en 1968. Aujourd'hui, on est à 90% de salariés. Quand Macron veut une société post-salariale, il est battu d'avance. Parce que la force du salarial l'emportera, et elle s'est manifestée encore plus tard. Je prends l'exemple de novembre-décembre 95, qui a été une réplique. Il y a des répliques, hein. Quand le volcan se soulève, la lave sort, et puis il y a des répliques après, comme les tremblements de terre. Et vous en avez eu en France. Et novembre-décembre 95 en est une, même 30 ans après. Et qu'est-ce que ça a donné, novembre-décembre 95 ? La victoire de Jospin, qui est aussi un effet différé de novembre-décembre 95. En 80, la victoire de Mitterrand, c'est 2 ans avant le désappointement, pour vous. Oui, bien sûr. Mais 2 ans. Toujours, cela s'explique par un rapport de force sociale. C'est-à-dire que au tout début, en 81, 82, 83, il y a un fort rapport de force. Et d'ailleurs, on gagne énormément de choses, parce qu'on a quand même les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, vous avez l'abolition de la peine de mort, le remboursement de l'avortement, vous avez des lois sociales, et vous avez la retraite à 60 ans, qui sont quand même des conquêtes qui sont de la nature historique du Front populaire ou de la libération. Et puis quand il n'y a pas une satisfaction jusqu'au bout, c'est-à-dire que sur le plan économique, le gouvernement Monroy II choisit de revenir à une politique d'austérité, alors évidemment, les gens sont désappointés. Ceci dit, Mitterrand gagnera encore en 88. Parce que les gens se souviennent des 2 premières années. S'il n'y avait pas eu les 2 premières années, ils n'auraient même pas pu se représenter en 88. C'est ce qui est arrivé à Hollande. Comme Hollande n'a rien fait, et que même il a défait ce qu'avait fait Mitterrand ou ce qu'avait fait Blum, il n'a pas été capable, lui, de se représenter comme Mitterrand. 55 ans de combat pour arriver à François Hollande. Vous dites qu'il a trahi toutes les aspirations pour lesquelles il était élu. Ouais. D'ailleurs, parce que c'est pas ce qu'il dit dans son ouvrage, les leçons du pouvoir, vous les avez lues ? Oui, j'ai lu, oui. Mais écoutez, quand je l'ai lu, je me suis dit, pourquoi il écrit ça ? Puisqu'au fond, il ne s'est pas représenté. C'est qu'il n'était pas capable de faire son bilan. Donc un livre, après, qu'est-ce que ça joue à côté de ça ? Vous l'avez soutenu ? Mais je l'ai soutenu pour battre la droite, monsieur, vous me le permettrez de le dire ici, pour battre Sarkozy, et avec les espoirs qu'il y ait un vrai changement. Et dès que j'ai vu qu'il ne faisait pas un vrai changement, je me suis d'ailleurs opposé à l'intérieur du Parti Socialiste, et j'ai combattu l'ANI, l'accord national interprofessionnel, en janvier 2013, qui commençait à casser le code du travail. J'ai combattu la loi Sapin, j'ai combattu la loi Hérault, quand on nous faisait reculer sur les retraites. Et puis j'ai combattu les lois Macron, parce que là, j'y voyais le thatchérisme naître. Et donc j'ai combattu la loi El Khomri. Alors pourquoi on nous a donné l'étiquette frondeur, je n'aime pas celle-ci. Moi, je continuais à défendre la même chose que j'ai défendue toute ma vie. Vous n'avez jamais changé ? On m'a dit, tu as été longtemps minoritaire. Je réponds, mais quand je vois ce que font les majoritaires, je ne regrette pas. Eh oui, parce que vous êtes arrivé à Macron maintenant, quand même, votre action politique, elle mène à cela aussi, il faut bien le dire. Alors, ce n'est pas mon action politique, c'est le fait que mon action politique ne triomphe pas. C'est l'inverse. Vous soutenez Hamon 6%. Hein, voilà, c'est ça en la vérité, fin de je votre... soutiens exactement l'accord entre Hamon et Mélenchon. Vous soutenez Hamon au second tour. Oui, mais moi, je me suis battu jusqu'au dernier moment pour qu'il y ait un seul candidat et qu'il y ait un accord politique entre les deux, quel que soit celui d'ailleurs qui mène la candidature. Parce qu'à ce moment-là, je vous le dis tout de suite, nous aurions eu 29 à 31% des voix, on aurait
été en tête. Et si on avait été en tête, c'est nous qui aurions été contre Le Pen. Et c'est nous qui serions au pouvoir. Je le dis, même si ça paraît le passé, parce que je veux maintenant l'accord entre Hamon et Mélenchon. Parce que je veux l'unité de la gauche. Et elle a été fragilisée par le quinquennat d'Hollande de la gauche. Mais elle ne renaîtra et ne se reconstruira qu'à la condition qu'elle s'unisse. Et je suis donc un militant, là, en ce moment, dans le mouvement social, pour qu'il y ait un accord entre Pierre Laurent, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Olivier Besancenot, moi-même, maintenant qui suis gauche démocratique et sociale, et que cet accord fasse un parti nouveau, pluraliste, démocratique et vraiment de gauche. Et quand vous dites ça, Gérard Filoche, je dis à Emmanuel Macron, s'il vous écoute, va se dire qu'il est à l'Élysée pour 10 ans. Eh bien, il se trompe. Il a des pieds d'argile. Non, vous dites il a une société salariale qui va déferler sur lui comme en mai 68. Oui. Vous êtes vraiment sûr de cela pour garder oui, je suis vraiment sûr de ça. Des grèves. Je suis vraiment sûr de ça. D'abord, au jour où on parle, la grève a encore augmenté hier contre... Vous avez qu'à lire les Échos, il y a toujours un des journaux qui dit la vérité. Et que la statistique, contrairement à ce que disent les grands médias qui annoncent le déclin des cheminots, ce n'est pas vrai. Et vous verrez, il y a devant moi le 30 avril, le 1er mai, le 5 mai, et vous verrez le 22 mai avec la fonction publique, le 14 juin avec les retraités, que cette question-là, elle taraudera Macron jusqu'à ce qu'il cède ou qu'il parte. Et je pense qu'il a des pieds d'argile. Il a été élu avec 8 ou 9% des voix sur son nom seulement. Les autres ont voté par défaut contre Fillon, par défaut contre Le Pen. Et il n'y a pas de connaissance de son programme. Les gens ne savaient pas qu'il voulait une société sans statut, qu'il voulait supprimer les cotisations sociales et qu'il voulait effectivement une société post-salariale. Et vous savez, supprimer les cotisations sociales, il se propose de le faire pour l'année prochaine et de remplacer par le prélèvement de l'impôt à la source et en déchargeant les employeurs et les actionnaires de payer la protection sociale. C'est une vraie contre-révolution depuis 1945. C'est la casse de notre modèle social tel qu'il existe depuis la libération. Mais il ne réussira pas à le faire comme ça. Ça, c'est dans la casse sociale, c'est un autre ouvrage. On revient à mai 68. Ah, mais j'ai quand même fait 400 pages pour décortiquer sérieusement la politique de Macron, et à proposer sur chaque point des alternatives. Mai 68 n'est pas, comme cela a été écrit par Serge July, je vous cite bien évidemment, la dernière grande grève du 19e siècle, c'est la première grève générale du 21e siècle. 55 ans de vie politique, et vous croyez toujours au grand soir pour un peuple pourtant systématiquement floué. Je crois, comme à mon adolescence, qu'on peut avoir un monde nouveau, meilleur, qu'on peut partager les richesses, qu'on peut les redistribuer, qu'il n'est pas logique qu'il y ait 1% des gens qui possèdent la totalité du pays, qu'on ait 6,7 millions de chômeurs, qu'on ait 9 millions de personnes en dessous de 900 euros, que le salaire médian soit bloqué à 1 700 euros, alors que les dividendes sont passés à 95 milliards l'année dernière. Donc je crois qu'on peut avoir un autre monde, et même, vous savez, dans les différentes sociétés capitalistes qui ont existé. Il y en a eu des meilleures que la nôtre. Et Macron, c'est Thatcher, c'est-à-dire la pire des sociétés capitalistes, la plus anti-démocrate et la plus anti-partageuse, la plus anti-fraternelle, la plus contre l'égalité, la plus contre les libertés. Et on le voit avec la loi sur les migrants. Et comme je vois ça, je me dis qu'il sera battu. Gérard Filoche, j'ai souhaité que vous puissiez librement vous exprimer, ce qui est le cas sur TV Liberté. J'ai quand même une question à vous poser. Alors, elle est polémique, mais je pense quand même qu'il faut le faire. Vous avez participé activement dans votre vie militante. Vous avez été cofondateur des SOS Racisme avec Julien Drey et Harlem Désir. Vous avez créé cette idéologie antiraciste dont nous souffrons, ou pas selon les vues, mais nous souffrons quand même depuis tant d'années. Et vous avez quitté le PS, oui, vous a quitté, par un tweet qui a été jugé par les médias et par certains politiques comme antisémite. Et je me suis dit quand même, n'avez-vous pas le sentiment finalement, comme dans Frankenstein, d'avoir fabriqué une créature qui va finir par vous bouffer vous-même? Vous avez été broyé par le machin, le monstre que vous avez créé. Écoutez, je n'ai qu'un visage et un langage. Je suis militant antiraciste et contre l'antisémitisme depuis que je suis tout petit. Je ne vais pas vous faire ma vie privée, c'est étroitement mêlé et indissociable. Et donc, j'étais, vous vous rappelez peut-être pas, 1973, c'est l'année où il y a eu 50 personnes françaises, mais d'origine maghrébine, qui ont été tuées par des crimes racistes et 300 blessés. C'était la pire année de nos 50 dernières histoires qui étaient racistes. Je me rappelle avoir fait l'affiche, avoir fait la campagne, avoir fait les meetings contre ça. Je me rappelle aussi, bien sûr, de SOS Racisme et de ce que ça pouvait représenter. Alors maintenant, vous me parlez, je sais, de ce tweet, mais moi, j'ai jamais envoyé de tweet antisémite. J'ai envoyé un tweet qui s'est révélé antisémite parce qu'il avait un deuxième plan que je n'avais pas vu. Et 40 minutes après,
On m'a dit, c'est mon fils qui m'a appelé, il m'a dit, ah, regarde papa, bah, j'ai vu, je l'ai enlevé. Moi, je j'ai pas de confession à faire pour ça. Je viens de publier un manifeste contre le racisme et l'antisémitisme. Vous l'avez pas sur la table, je regrette de pas vous l'avoir apporté. Il fait 200 pages où, du coup, j'ai repris toute ma pensée idéologique, philosophique, politique et pratique de tous ces combats contre le racisme et l'antisémitisme. Non seulement j'estime n'avoir rien à me reprocher, mais je suis un combattant là-dessus pour l'émancipation humaine, pour la fraternité. Monsieur, faites ce que vous voulez. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné, vous êtes dit, finalement, ce qui m'arrive, c'est bien. Après tout, c'est bien, c'est normal. Voilà, je suis rattrapé par la patrouille, on va dire les choses comme ça, mais c'est normal. Après tout, je l'ai voulu. Ça ne vous dit pas qu'à un moment donné, la liberté d'expression est quand même en jeu et que dans notre pays aujourd'hui, avec ce que vous avez construit, cette liberté d'expression, elle n'existe plus. Vous trouvez que ce qui vous est arrivé est juste? Mais il m'arrive rien, monsieur. Moi, je fais 100 meetings par an. Il y a du monde dans les salles. Je m'exprime. Il y a des gens de votre parti qui ont décidé de vous exclure, même si vous êtes parti avant. Mais ils ont dit qu'ils avaient exclu. Non, il y en a quelques-uns qui le prétendent. Mais il n'y a aucun texte, aucune motion, aucun vote. Ça ne vous a pas fait mal. Vous avez dit c'est justifié. Après tout, c'est la règle. J'étais sur le départ. Je m'excuse, j'étais en train de dire que puisqu'on tirait pas le bilan de François Hollande et puisqu'il changeait les statuts pour qu'on ne puisse pas participer à ce débat, nous allions partir avec mes amis, c'est ce que nous avons fait. Et j'ai quitté le Parti Socialiste le 20 janvier dernier. Et ce petit événement-là, il a peut-être contribué, mais c'était pas les raisons profondes. Les raisons profondes de mon départ, c'était la tragédie du quinquennat d'Hollande. C'était le fait qu'en 2012, le Parti Socialiste avait tout dans le pays et qu'en 2017, il avait perdu 7 élections successives. Et c'est pas parce que les électeurs se trompaient, c'est parce que la politique du gouvernement sorti du Parti Socialiste les avait trompés. Et donc c'est ça l'essentiel. L'épisode que vous avez, à côté des événements historiques d'une telle envergure et dont vous parlez, est une fin secondaire. Secondaire, la liberté d'expression n'a pas été... Ah, c'est pas la liberté d'expression. C'est votre liberté d'expression. Mais elle n'a pas été bafouée. Je vous répète que je fais 100 meetings par an, que j'ai un réseau de 135 000 mails, je publie une revue mensuelle Démocratie Socialiste qui a 4 000 abonnés, je parle, vous m'invitez, je parle, je vais ce soir dans une autre télévision, je parle, et je peux m'exprimer tout à fait librement. Et donc, d'ailleurs, si j'avais pu être candidat à la primaire présidentielle, je pense que j'aurais pas du tout été empêché de parler, mais que j'aurais été beaucoup entendu. Certainement. Eh bien, écoutez, en attendant de vous entendre, on peut vous lire. C'est Le Social au cœur, mai 68 vivants. En tout cas, merci Gérard Philoche d'être venu sur TV Liberté. Merci de votre invitation.